Salut l'équipe, comment allez-vous à 3 semaines des playoffs? De mon côté, j'ai tellement hâte, j'avoue, je compte les jours jusqu'au 15 avril, ça va être ouf. D'ailleurs, quand dimanche, comme d'hab, je vous ai proposé mes 6 sujets sur Instagram, vous avez été unanime et ça fait plaisir. Vous vouliez que je parle du Thunder, et justement, des réelles chances que va avoir OKC en post-season. Un sujet hautement d'actualité que j'aime beaucoup. Puis si tu fais partie de ceux qui n'ont pas voté, viens avec nous la prochaine fois, viens apporter ton vote, c'est ouvert à tous. Pour ça, rejoins-moi sur mon canal, sur Instagram, et reste à l'affût. Dès dimanche, les nouveaux sujets seront proposés. Mais bref, en attendant, vous avez capté, c'est à l'équipe d'Oklahoma City qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Alors, Shai Gilgeous-Alexander et ses potes ont-ils les épaules suffisantes pour aller décrocher le titre en juin prochain? Installez-vous bien, c'est exactement ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. On y est, la saison régulière touche à sa fin et le Thunder est hautement sur les rails d'un potentiel titre NBA. Ouais, franchement, au vu de leur saison, difficile de ne pas les voir comme de sérieux prétendants au trophée Larry O'Brien. Déjà parlons des faits, meilleur bilan de la ligue, première place de l'Ouest assurée avec une avance historique sur le deuxième et une équipe qui domine tous les soirs. Il y a un an, OKC terminait premier in extremis grâce à un coup de pouce du destin. Cette saison, zéro suspense, le Thunder a verrouillé la conférence Ouest avant même la fin du mois de mars. C'est tout simplement du jamais vu pour cette jeune équipe, pour ce jeune groupe. Mais ce qui impressionne encore plus que les chiffres, c'est la manière. Shai Gilgeous-Alexander marche sur l'eau et son nom revient en boucle dans la course au MVP. Chet Holmgren, lui, s'impose comme un pivot ultra complet et capable de défendre le cercle comme personne. Jalen Williams, de son côté, a obtenu sa première sélection All-Star en carrière. Autour d'eux, une profondeur d'effectif qui fait saliver, des jeunes ultra disciplinés et un coach Mark Daigneault qui sort de sa manche la meilleure version possible de ce groupe. Et quand il a fallu répondre présent contre les gros, aucun souci pour OKC. Le Thunder a balayé Boston cette saison, dominé les meilleures équipes de la ligue et a fait comprendre à tout le monde qu'ils n'étaient pas juste une équipe de saison régulière. Leur victoire contre les Celtics dans un TD Garden en feu, c'était plus qu'un simple match, c'était un message envoyé à la NBA. Alors évidemment, tout ça, ça ne reste que de la saison régulière, mais une chose est sûre, sur le papier, le Thunder ressemble à s'y méprendre à un futur champion NBA. La vraie question maintenant, c'est est-ce que tous ces points positifs vont suffire pour pouvoir soulever le titre en juin prochain? Pour répondre à ça, avant d'évoquer les doutes que j'ai sur cette équipe, évoquons plutôt ses forces, et elles sont nombreuses. Et déjà, si le Thunder est aujourd'hui en position de viser le titre, c'est en grande partie grâce à un homme, Shai Gilgeous-Alexander. La saison qu'il réalise est tout simplement monstrueuse, et si l'on parle souvent de sa présence au sommet de la course pour le trophée de MVP, où il est en duel avec Nikola Jokic, c'est surtout parce qu'il est en train d'élever Oklahoma City à un niveau jamais atteint depuis l'ère Durant-Westbrook. Et pour comprendre ça, d'abord, il faut expliquer à quel point SGA est un attaquant unique. Sa capacité à driver est absolument élite. Depuis 5 ans, il lead la NBA sur la quantité de drive par match, mais ce n'est pas juste du volume, c'est aussi de l'efficacité. L'arrière du Thunder inscrit 1,2 points par possession lorsqu'il attaque le cercle, un chiffre qu'il place deuxième, juste derrière KD, sur 72 joueurs avec au moins 400 drives effectués cette saison. Et le plus effrayant, c'est que même en 1 contre 1, il est complètement indéfendable. SGA mène la ligue sur les possessions en isolation et tourne à 1,1 point par possession en ISO, ce qui le place dans le 88e percentile des joueurs avec au moins 100 situations de ce type. Autrement dit, lorsqu'il décide de jouer pour lui, il est dans l'élite absolue. C'est un détail qui peut sembler anodin en régulière, mais en playoff, on sait à quel point avoir un joueur capable de se créer ses points seul, en fin de match, ça change tout. Ouais, ces dernières années, le nombre de possessions en ISO augmente d'un tiers en playoff. Mais qu'est-ce que ça signifie en vrai? Eh bien que dans les moments chauds, quand le jeu ralentit et que tout le monde se crispe, les grandes équipes ont besoin d'un joueur capable de s'en sortir sans schéma offensif. Shai Gilgeous-Alexander est en parfaite capacité d'enfiler ce costume. D'ailleurs, ce qui est impressionnant, ce n'est pas juste son scoring, c'est sa constance. Il est sur une série à plus de 60 matchs consécutifs à plus de 20 points. C'est historique. Seuls Will Chamberlain, Michael Jordan, Oscar Robertson et Kevin Durant ont fait mieux sur une saison, mais Shai a encore des matchs pour grimper encore plus haut dans cette hiérarchie. Quand tu es cité dans une liste aussi restreinte, avec de tels noms, tu sais que t'es en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Et puis il y a le leadership aussi. SGA n'est pas juste un franchise player, il est le leader parfait pour cette équipe du Thunder. Il joue pour le collectif, fait ses interviews d'après-match avec ses coéquipiers, les met en avant constamment, mais il peut aussi taper du poing sur la table quand il y a besoin. Il pourrait être arrogant, prendre toute la lumière, mais au lieu de ça, il garde les pieds sur terre. Giannis lui-même a demandé à lui serrer la main
main au All-Star Game, juste pour récupérer un petit peu de son aura. Anthony Edwards l'a carrément appelé MVP au moment de l'avoir vu planter 40 points au moment du Nouvel An. Non, honnêtement, dans toute la ligue, il fait l'unanimité, et ce n'est pas pour rien qu'il est mon favori actuel pour remporter le Michael Jordan Trophy en fin de saison. Et pourtant, le mec ne se prend pas la tête avec cette récompense individuelle. Ce qui l'obsède, c'est le titre. Championship or bust, voilà ses propres mots. Il sait que peu importe les stats, peu importe les distinctions individuelles, c'est le trophée Larry O'Brien qui déterminera la trace qu'il pourra laisser dans l'histoire. Alors est-ce qu'il peut porter OKC jusqu'au bout? Tout indique que oui, il a le talent et la mentalité pour ça. Sauf qu'une bague, ça ne se remporte pas tout seul. Et ce qui est bien, c'est qu'à OKC, les deux lieutenants de SGA ne sont pas juste des seconds rôles. Ouais, Jalen Williams et Chet Holmgren sont eux aussi des éléments clés dans ce projet. Jalen Williams, tout d'abord, c'est l'histoire d'un mec qui a grimpé les échelons beaucoup plus vite que prévu. Sélectionné en 12e position de la draft 2022, il a immédiatement surpris par son impact. Dès sa saison rookie, il s'est imposé comme le lieutenant numéro 1 de Shea, un rôle qu'il a confirmé en 2023-2024, jusqu'à devenir All-Star cette saison. Ce n'était pas prévu qu'il atteigne ce level aussi vite, mais à force de travail et de performance XXL, il est devenu l'option 2 incontournable de cette franchise. Par contre, avec la reconnaissance viennent les attentes, et les playoffs de la saison passée ont laissé quelques doutes. Face aux Mavs en demi-finale de conférence, Jalen a eu du mal dans les moments chauds, et ça a soulevé une question légitime. Est-il déjà prêt à être ce mec qui peut porter OKC quand Shea est ciblé? Cette saison, il a encore franchi un cap statistiquement, avec 21 points de moyenne, mais la question de son impact dans le money time, quand ça compte vraiment, reste ouverte. Autre point d'interrogation, sa blessure à la hanche, qu'il traîne comme un boulet, et qu'il a pas mal écarté des terrains dernièrement. Rien d'inquiétant, sur le long terme, mais au moment des playoffs, il devra rapidement retrouver du rythme. Parce que oui, si Jalen Williams n'est pas au niveau attendu en post-season, c'est tout le plan du Thunder qui pourrait vaciller. Mais après, heureusement, je l'ai dit plus tôt, il y a un autre facteur X, Chet Holmgren. Lui aussi est arrivé dans la ligue avec un énorme potentiel, mais il a pris un an de retard à cause d'une blessure. Depuis, il a prouvé que tout le battage médiatique autour de lui était justifié. Un big man capable de shooter à 3 points, de protéger le cercle et de s'intégrer dans le jeu collectif d'OKC comme s'il était là depuis toujours. Ouais, Chet à sa façon, il faut s'en rendre compte, c'est un vrai cheat code. D'ailleurs, son absence prolongée cette saison a rappelé à quel point il était important pour cette équipe. OKC a largement performé sans lui, mais depuis son retour, son impact est visible. Défensivement, c'est une encre, et offensivement, il est capable de tout faire. Pick and roll, pick and pop, punir dans la raquette ou s'effacer pour laisser les autres briller. Tout ça fait partie de son arsenal. Et puis, plus il retrouve du rythme, plus il redevient le Chet du début de saison, celui qui tournait à 18 points et 9 rebonds de moyenne avec une adresse folle. Mais là aussi, une question de pause. Est-il prêt pour l'intensité des playoffs? L'an dernier, il a fini meilleur contreur de la post-season, mais dans le domaine, il n'a que peu d'expérience, et pour un intérieur, l'adaptation est souvent rude. Est-ce qu'il tiendra physiquement après une saison tronquée? Est-ce qu'il saura répondre à la dureté des défenses adverses? C'est tout l'enjeu. Si OKC veut aller chercher la bague, Jalen et Chet devront vraiment être à la hauteur quand ça comptera réellement. Il ne s'agit plus d'être prometteur ou d'avoir des stats solides en saison régulière, non, il faudra répondre présent et avoir un véritable impact sur la win. Et surtout, ils devront s'imposer en véritable relais quand les défenses adverses verrouilleront Shea. Le talent est là pour les deux bonhommes, la progression aussi, mais c'est au mois d'avril, mai et juin qu'ils devront réellement faire leurs preuves sur le terrain. Par contre, ce qui est rassurant, c'est que réduire le succès du Thunder à seulement 3 joueurs serait une énorme erreur. Ce qui fait d'OKC un monstre dans cette ligue, c'est sa profondeur d'effectif, probablement la meilleure de toute la NBA en ce moment. Et quand je dis profondeur, je ne parle pas juste d'un banc compétent qui vient soulager les titulaires quand ils ont besoin de repos. Non, ici on parle d'un effectif où 11 joueurs sont au minimum au niveau moyen NBA selon l'estimation du plus-minus. Ça, c'est du jamais vu. Le coach Mark Daigneault a un luxe que peu d'équipes possèdent, une flexibilité absolue dans ses rotations, ce qui permet non seulement de préserver ses stars, mais aussi d'adapter son jeu en fonction des adversaires. Du coup, pour enchaîner, regardons les pièces principales qui font de cette profondeur une arme létale. La force d'OKC, c'est que chaque joueur a un rôle précis, et s'y tient à merveille. Pas de star en manque de ballon, pas de vétéran frustré par un temps de jeu réduit, tout le monde connaît son job et l'exécute à la perfection. On peut commencer par les plus connus, Lou Dort, 25 ans, Alex Caruso, 31 ans, et Isaiah Hartenstein, 26 ans. Ces trois mecs sont capables de flirter avec le statut de star défensive, ils sont de vrais garants du sérieux d'OKC, des deux côtés du terrain, et pour Mark Daigneault, on peut imaginer que c'est super appréciable. Mais ce qui rend le Thunder unique, c'est la profondeur que l'équipe a au-delà de ces gars-là, et là, on en a des noms à citer. Prenons Isaiah Joe et Aaron Wiggins, par exemple, deux soldats de l'ombre qui incarnent à merveille cet esprit. Wiggins est un 3&D ultra précieux, capable de défendre plusieurs positions et de s'intégrer dans toutes les configurations. Un mec tellement précieux que le Thunder lui a offert un contrat de 5 ans pour s'assurer de ses services à long terme l'été dernier, c'est mérité. Et c'est la même chose pour Joe, super utile depuis son arrivée dans l'Oklahoma. Lui, c'est une menace constante derrière l'arc, et en shootant à 40% de moyenne à 3 points, il a l'art de punir les défenses qui se focalisent trop sur SGA et Jalen Williams. Son rôle est essentiel dans le dispositif de Daigneault. On parle de deux joueurs qui dépassent à peine les 20 minutes de temps de jeu moyen par rencontre, mais qui savent maximiser absolument toutes leurs possessions. Puis derrière eux, on a un gamin comme Cason Wallace, qui est déjà un cauchemar défensif pour n'importe quel arrière NBA. En moins de 28 minutes
minutes par match, il tourne à 1,7 interceptions et peut gêner quasiment tous les extérieurs adverses. Ajoutons à ça un Jalen Williams qui, même en étant le troisième pivot de l'équipe, est capable de stretch le jeu, d'organiser l'attaque et de claquer des triples-doubles quand il le faut, et wow, ça commence à faire une belle ribambelle de joueurs qualitatifs. Et puis là, je n'ai même pas encore parlé des autres joueurs du roster, qui sont là, prêts à répondre présent dès qu'on fait appel à eux. AJ Mitchell, par exemple, avait su s'imposer dans la rotation avant sa blessure, en étant hyper efficace au scoring et ultra fiable défensivement. À son retour, il va devoir retrouver sa place, mais le simple fait qu'OKC puisse se poser la question de savoir si on a besoin d'un mec aussi efficace en dit long sur la profondeur de l'effectif. Le français Ousmane Dieng a lui aussi montré des bonnes choses au mois de février, tandis que Kenrich Williams, 30 ans, est lui aussi une valeur sûre en sortie de banc. En fait, quand j'y pense, je me dis que l'un des rares défauts du Thunder de l'année dernière, c'était surtout le manque de dureté à l'intérieur. Quand Chet Holmgren quittait le terrain, c'était compliqué de garder la même intensité au rebond et de protéger la peinture. C'est justement là que l'arrivée d'Isaiah Hartenstein a complètement changé la donne. Avec lui, le Thunder n'est plus une équipe qui subit sous les panneaux. Son impact défensif et sa présence physique permettent d'assurer une vraie continuité quand Holmgren se repose. D'ailleurs, statistiquement, OKC est aussi dominant avec lui sur le terrain qu'avec Chet. Un problème réglé donc, et ça ne fait pas de mal en vue des playoffs qui arrivent. Et ce qui est génial en vrai, c'est tous les ajustements tactiques que peuvent offrir cette profondeur. On a déjà vu Denio tester des line-up avec Holmgren et Hartenstein ensemble. Est-ce que ce sera la recette magique pour les playoffs? Peut-être pas, mais dans des séries où il faudra trouver des astuces pour rivaliser avec de grosses raquettes, savoir que le tacticien peut sortir de sa poche une doublette de 7-footers est un luxe incroyable. Quand on parle d'une équipe capable de gagner le titre, il ne s'agit pas juste d'accumuler les stars ou d'empiler les gros noms. Non, il faut un collectif solide, des joueurs qui savent accepter leur rôle, et surtout une armée de soldats capables d'élever leur niveau de jeu au bon moment, et c'est exactement ce qu'OKC possède cette saison. Pendant que la hype tourne autour de Shea et de ses masterclass offensives, la vraie force de cette team, c'est sa capacité à s'adapter, à s'appuyer sur une multitude de joueurs fiables et à n'avoir quasiment aucune faiblesse structurelle. Le Thunder, sur le papier, cette saison ne semble pas juste être une belle histoire de saison régulière. Non, clairement, c'est une équipe construite pour aller loin, très loin, surtout qu'elle est extrêmement bien coachée. Oui, Mark Denio, c'est le gars qu'on sous-estime toujours un peu trop, et pourtant il est en train de prouver qu'il fait partie du gratin des meilleurs coachs NBA. Déjà sacré coach de l'année en 2024, il ne fera probablement pas le doublé. Historiquement, ça n'arrive jamais, et le storytelling de Kenny Atkinson avec les Cavs semble plus vendeur. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'en est pas digne? Absolument pas. En effet, si OKC en est encore là, tout au sommet de la conférence Ouest, ce n'est pas dû au hasard. Ce groupe, c'est Denio qui l'a façonné, qui l'a discipliné, qui lui a donné une identité claire et un ADN de jeu précis. On parle d'une équipe ultra propre, qui prend soin du ballon comme personne. Meilleure équipe de la ligue en ratio ballon perdu, ballon récupéré, meilleure équipe en points marqués sur perte de balle, mais aussi meilleure équipe en termes de points concédés après turnover. C'est propre. En clair, les mecs sont ultra disciplinés sur le terrain, et devinez qui est le garant de tout ça, Mark Denio évidemment. Mais ce qui fait vraiment sa force, surtout je trouve, c'est sa capacité à connecter avec ses joueurs. À 40 ans, il est jeune pour un coach NBA, et ça se ressent. Il n'a jamais joué au plus haut niveau, mais il comprend parfaitement le point de vue de ces gars. Il sait comment les motiver sans les braquer, comment leur parler sans les infantiliser, et ça, pour une équipe où la moyenne d'âge tourne autour des 24 ans, c'est absolument essentiel. Shai Gilgeous-Alexander, le leader, ne tarit d'ailleurs absolument pas d'éloges sur lui. Il répète sans arrêt qu'en plus d'être un coach exceptionnel, il est une personne incroyable, un mec à la fois confiant et humble, qui donne le ton pour tout le groupe. Quand t'es validé de la sorte par ton franchise player, c'est clairement que tu fais un taf de grand malade. Pour moi, cette relation coach-joueur fait partie des éléments qui rendent ce Thunder aussi sérieux dans sa quête du titre. Denio n'a pas besoin de hurler ou de s'imposer par la force, il inspire naturellement confiance et respect. Ses joueurs le suivent, adhèrent à son projet et ça se voit sur le terrain. L'an dernier, OKC avait déjà fini premier de l'Ouest en saison régulière, mais cette année, l'équipe a encore progressé. Plus disciplinée, plus mature, plus solide dans les moments clés, et ça, c'est la signature Denio. Le tacticien a réussi à créer une vraie identité avec cette équipe, et ça se voit surtout du côté de la défense, la vraie force de cette team. Et je ne parle pas juste d'une bonne défense, non, je parle d'un mur infranchissable, d'une machine à broyer les attaques adverses. Pendant une bonne partie de la saison, OKC a tout simplement rendu ses adversaires complètement inoffensifs. Une stat, pendant cette période, le Thunder concédait seulement 106 points pour 100 possessions, ce qui correspond au rating offensif des Wizards, pire attaque de la ligue. Alors comment ils arrivent à faire ça? Eh bien déjà, cette équipe ne laisse aucun répit à ses adversaires. Ça coupe les lignes de passe, ça gratte des ballons, ça plonge sur toutes les balles perdues, et ça domine la NBA en termes d'interception. Le Thunder est aussi la meilleure équipe en défense sur pick and roll, et dans une NBA où ce système est le pain quotidien d'absolument toutes les attaques, ça en fait des dégâts. Sur le terrain, la force de la défense est avant tout collective, mais tout de même, certains noms sortent du lot. Lugensdort, une forteresse vivante toujours en mission sur le meilleur scoreur adverse. Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein, les remparts à l'intérieur. Kayson Wallace, le poison des lignes extérieures. Une tique qui ne lâche pas son vis-à-vis. L'équipe n'a laissé aucun joueur marquer 40 points contre eux cette saison. Aucun, c'est exceptionnel. Et il faut ajouter à ça, bien sûr, la présence de Shai Gilgeous-Alexander, qui va être MVP, mais pas seulement pour son talent offensif. En défense aussi, c'est un monstre. Mais bon, voilà, je ne veux pas non plus trop m'enflammer.
jamais, car il faut le dire, ces derniers mois, l'intensité défensive a un petit peu baissé du côté des hommes de Mark Daigneault. Avant le All-Star Break, 104 de rating défensif, un chiffre qui respirait l'excellence. Depuis, l'équipe a chuté à 117, un plongeon brutal qui les place 22e de la ligue sur cette période. 70 points encaissés en une mi-temps contre Brooklyn ou contre San Antonio, c'est complètement indigne de ce roster. Mais allez, en vrai stop, j'ai l'impression qu'ils ont de bonnes excuses et je ne trouve pas que ce soit si inquiétant. Déjà, il y a la fatigue. Depuis la reprise, le Thunder voyage non-stop et n'enchaîne que de rares matchs à domicile. Ensuite, il y a un relâchement naturel. Quand tu as quasiment sécurisé la première place à l'ouest, difficile de jouer chaque soir comme si ta vie en dépendait, et Mark Daigneault ne s'affole pas. Pour lui, c'est un ensemble de petits détails, un petit peu plus de fautes, un poil moins de rebonds, davantage de points concédés facilement en transition. Il y a des ajustements à refaire bien sûr, une discipline à retrouver, mais rien d'irréversible à mes yeux. Pour les playoffs, je n'ai pas trop de doutes, je suis à peu près sûr qu'une fois qu'ils auront retrouvé leur aura et leur motivation, ça va redevenir infernal. Voilà pourquoi, malgré cette petite baisse de niveau de ce côté-là du terrain, dernièrement, je ne suis pas inquiet. Personnellement, si je devais avoir des doutes sur le Thunder de cette saison, ce n'est pas prioritairement dans ce domaine que je les placerais. Parce que ouais, comme toute équipe NBA, les résultats de cette franchise d'OKC sont étroitement liés aux performances de son franchise player Shai Gilgeous-Alexander. Et quand je parle de la dépendance du Thunder à SGA, il faut mettre un gros focus sur un aspect en particulier, c'est lancers francs. Le mec est une machine à provoquer des fautes, il vit sur la ligne, 8 points par match sur ses 33 de moyenne viennent de ses lancers, et en saison régulière ça marche très fort. Tout ça parce qu'il a un handle élite, qu'il gère parfaitement le rythme du jeu, et surtout parce qu'il connaît bien les règles et sait jouer avec. Par contre, en playoff, si on y pense, je me dis que ça pourrait être une toute autre histoire. Tout le monde le sait, en post-season, l'arbitrage change, avec moins de coups de sifflet et plus de contacts autorisés. La question se pose donc, est-ce que le Thunder en playoff pourra survivre si SGA n'accède plus autant à la ligne? Les espoirs de titre de l'équipe, je me dis, reposeront au moins en partie là-dessus. Après, ce qui est rassurant, je trouve, c'est que l'an dernier, ce phénomène ne s'est pas vraiment fait ressentir. Il a tenu ses standards en post-season et c'est positif, mais cette fois, ce sera peut-être différent. Il arrive avec un tout autre statut, celui de MVP en puissance, celui de leader d'un Thunder qui vise le titre. Il sera la cible prioritaire des défenses adverses, et si celle-ci s'adapte, si elle le force à marquer autrement, est-ce qu'il pourra maintenir ce niveau de domination? C'est une vraie interrogation. Et l'autre souci, c'est que sans lui, l'attaque d'OKC a tendance à s'effondrer. Avec Shai sur le terrain, le Thunder affiche une efficacité offensive élite avec un rating de 121. Sans lui, ça passe à 106, une chute vertigineuse. Même avec Jalen Williams et Chet Holmgren sur le parquet, la création offensive devient vite un problème sans lui. Et c'est là qu'on touche à une vraie limite. Si SGA est limité en playoff, qui pourra vraiment prendre le relais? Ça, on l'a vu dans la défaite face à Golden State fin janvier. 52 points pour SGA, 26 pour J-Dub et derrière le néant. Le reste de l'équipe était en souffrance, incapable de générer de l'attaque autrement que sur des 3 points ouverts créés par Shai. Sauf que en playoff, ces tirs-là, ils peuvent ne pas rentrer. C'est arrivé contre Dallas en post-season l'an dernier, avec une réussite de seulement 33% sur la série, et c'est aussi arrivé cette saison face à Golden State. Alors si en plus Shai devait perdre une partie de son scoring au lancer, ça pourrait devenir un vrai casse-tête. Le Thunder a du talent, c'est certain, mais il n'a pas encore prouvé qu'il pouvait tenir offensivement sans un SGA dominant. Et en playoff, si son jeu devient moins efficace à cause de l'arbitrage, la question devient légitime. Ont-ils réellement les armes pour aller au bout? Et puis c'est réel, une domination pareille cette saison, c'est un petit peu une surprise, et ça apporte un vent frais cette saison. Mais si on creuse un peu, il y a un obstacle qui pourrait peser lourd, l'expérience, ou plutôt le manque d'expérience. Shai Gilgeous-Alexander en est seulement à sa deuxième campagne de playoff en tant que leader d'OKC. Deuxième. Face à lui, s'il veut aller au bout, rien qu'à l'ouest, il va potentiellement croiser des mecs qui ont déjà soulevé le trophée ou qui savent ce que c'est de batailler en mai et en juin. Jokic et ses Nuggets champions en 2023, LeBron, Luka, Harden, Kawhi. Ces mecs-là savent comment naviguer dans une série qui s'éternise, comment manipuler l'arbitre, comment gérer les moments chauds. On peut dire ce qu'on veut, on ne me convaincra pas du contraire. L'expérience, ça joue, et ça compte. L'an dernier, OKC avait surpris en terminant premier de la conférence Ouest avec 57 victoires. Résultat, une élimination en 6 matchs au deuxième tour face aux Mavericks de Luka Doncic et Kyrie Irving, deux mecs qui avaient déjà traîné leur boss en playoff. Ce Thunder, aussi talentueux soit-il, a encore tout à prouver quand les choses sérieuses commenceront. C'est ainsi que dans la ligue, beaucoup se demandent si cette team fait vraiment peur à ses adversaires. Draymond Green l'a dit sans filtre, pour gagner il faut inspirer la crainte. Or aujourd'hui, le Thunder ne fait pas réellement trembler ses opposants. ESPN a rapporté que plusieurs coachs à l'ouest partagent cette vision. OKC n'a pas encore gagné, donc on doute encore de leur capacité à le faire. Puis historiquement, les champions NBA ont presque tous traversé de grosses épreuves avant de pouvoir toucher le Graal. Les Bulls de Jordan ont dû se casser les dents sur Boston et Détroit avant de régner, et ce pendant plusieurs années. Les Warriors de Curry, qu'on traitait de jump shooting team incapable de gagner un titre, ont d'abord dû accumuler des cicatrices en playoff. Jokic et les Nuggets, avant 2023, ils avaient déjà joué 48 matchs de post-season en 4 ans, avec plusieurs défaites qui ont marqué les esprits. C'est ça, c'est le schéma classique, échouer d'abord pas mal, se faire des cicatrices avant de gagner. Ces espèces de
blessures de guerre accumulées à travers les années, les échecs et les expériences semblent nécessaires à obtenir avant de pouvoir gagner le trophée. Et aujourd'hui, on ne va pas se mentir, OKC, mis à part la déconvenue face à Dallas de l'an dernier, est encore assez vierge de ce côté-là. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont absolument aucune chance? Non, pas forcément. Mais si le Thunder gagne cette année, ce sera quand même une petite anomalie dans l'histoire. Ce serait limite une première même, et ça en dit long sur le défi qui les attend. Surtout que si OKC veut aller au bout, il y a un autre obstacle qui pourrait leur barrer la route dans la conférence Ouest, Nikola Jokic. Parce qu'en saison régulière, c'est une chose d'affronter Denver un soir où tout le monde est fatigué, mais en playoff, sur une série en 7 matchs, là ça pourrait être une autre histoire. Jokic, c'est un problème que très peu de franchises savent résoudre, et aujourd'hui honnêtement, est-ce que OKC a les armes pour le faire? Chet Holmgren est un phénomène. Il est mobile, longiligne, intelligent, mais face au triple MVP serbe, il manque encore de coffre. Même chose pour Isaiah Hartenstein, qui a du physique, mais pas forcément la puissance pour tenir un monstre pareil sur la durée. Alors vous allez le prendre à deux, il faut me dire, mais non, ce serait trop facile. Le Joker, avec ses passes millimétrées, est tout à fait en capacité de mettre des joueurs comme Jamal Murray ou Michael Porter Jr. en orbite. L'an dernier, les Lakers avaient tenté l'approche, on l'étouffe avec des prises à deux à chaque possession. Ça a tenu le temps d'un match. Parce que Jokic est un génie et qu'il s'adapte toujours. En réalité, il est quasiment inarrêtable, pour personne. La vraie question, ce n'est pas peut-on stopper Jokic, c'est plutôt peut-on le ralentir assez pour gagner malgré sa présence. Mais bon, malgré tout ça, je pense tout de même que face à cette team de Denver, OKC aura une vraie carte à jouer. Parce que si les Nuggets ont l'avantage du mastodonte, le Thunder a l'avantage de la profondeur. Si les Nuggets veulent aller au bout, ils auront besoin que Jamal Murray, Michael Porter Jr. et tout le supporting cast soient irréprochables. Si derrière Jokic ça ne suit pas, si OKC impose son rythme et sa polyvalence, alors la balance pourrait pencher du côté du Thunder, Nikola Jokic ou pas. Bref, pour résumer, le Serbe, c'est un monstre, pas de doute, mais le basket, ça ne se joue pas tout seul. Et dans une série où l'usure et la profondeur comptent, le Thunder, même si le Joker marche sur l'eau, pourrait garder une chance, je pense. Par contre, c'est l'heure de parler d'une chose qui fâche, la taille du marché d'Oklahoma City. Est-ce que ce phénomène peut vraiment être un frein pour cette team d'OKC dans la course au titre? Eh bien, peut-être, je me dis. Alors après, je ne veux pas du tout partir dans les théories du complot, mais il faut être honnête, il faut s'en rendre compte. Pour Adam Silver, une série en finale entre les Lakers et les Celtics se vendrait 1000 fois mieux qu'une série entre les Cavaliers et le Thunder. C'est une question de business, d'audience, de gros sous. La NBA a tout intérêt à ce que les grandes franchises, celles qui génèrent le plus de vues et de revenus, aillent le plus loin possible. OKC, de son côté, c'est un petit marché. Moins de spectateurs devant la télé, moins de contrats juteux, moins de hype autour de la team. Et dans ce genre de situation, consciemment ou non, je précise, l'arbitrage peut jouer un rôle. On a déjà vu par le passé des décisions douteuses qui semblaient pencher en faveur des gros marchés. Je ne dis pas que la NBA va saboter le Thunder, mais quand une équipe est moins exposée, elle a forcément moins de poids dans certaines décisions, et ce n'est sûrement même pas volontaire de la part des refs. Un coup de sifflet en moins, une faute qui aurait pu être évitée, des décisions 50-50 qui vont dans l'autre sens. Ces détails peuvent avoir du poids sur une série en 7 matchs. Reste à voir donc si un petit marché peut vraiment imposer sa loi dans une NBA qui historiquement privilégie les grands noms. C'est peut-être pas la faille principale, mais je voulais en parler, parce que ce sera un nouveau challenge à relever pour la team de l'Oklahoma. Mais bref, ça fait beaucoup d'infos tout ça, alors si on fait un gros bilan et qu'on veut répondre à la question du jour, est-ce que le Thunder peut gagner le titre dès cette saison? Quand on regarde les stats, c'est dur de ne pas y croire. L'un des meilleurs net ratings de l'histoire, un point average qui explose les compteurs et un collectif ultra profond autour d'un Shai Gilgeous-Alexander en mode MVP. Historiquement, les équipes avec ces chiffres ont toutes fini championnes, ou au moins finalistes. Est-ce que ça veut dire que OKC va forcément soulever le trophée en juin prochain? Ça peut, mais tranquille je me dis. Parce que oui, les hommes de Daigneault ont des arguments en béton, mais comme toute autre équipe, ils ont aussi des faiblesses. La plus évidente, c'est l'expérience. Aucun des cadres de cette team n'a vraiment connu de gros runs en playoff, où la pression est maximale. En face, les Nuggets ont un Jokic qui sait déjà ce que c'est de dominer une finale. Les Celtics, eux, ont enchaîné les batailles à l'Est depuis plusieurs saisons. Le Thunder, lui, va devoir apprendre sur le tas, et en playoff, ça peut coûter cher. Autre point important qu'on a déjà évoqué plus tôt, comment gérer un monstre comme Jokic sur une série en 7 rencontres. On l'a dit, Chet Holmgren a beau être un phénomène, il n'a pas encore le coffre pour contenir un pivot de ce calibre sur 7 matchs. Même chose pour l'arbitrage et le poids du petit marché. OKC n'est pas l'équipe la plus regardée, ni la plus bankable, et dans une ligue où l'image compte, ça peut peser. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes désormais, soyons lucides. Toutes les équipes NBA ont des faiblesses. Et si on fait la liste, OKC fait probablement partie de celles qui en ont le moins, avec Boston peut-être. Et surtout, ce groupe est bâti pour durer. S'ils ne gagnent pas cette saison, ce sera peut-être la saison prochaine, ou encore la saison suivante, qui sait. Avec leur effectif jeune et leur stock hallucinant de pics de draft, cette franchise a un avenir radieux devant elle. Alors est-ce que OKC peut aller chercher le titre dès cette année? La réponse est oui. Est-ce qu'ils vont le faire à coup sûr? Ça c'est une autre histoire. Mais un élément est certain, le Thunder n'est sûrement qu'au début de quelque chose de grand, vu le futur qui les attend. Je suis donc super impatient de voir ce que ça peut donner en post-season, et de voir si dès cette année, ils peuvent concrétiser tout ce talent. Mais vous en pensez quoi? En quelle année ce groupe va-t-il remporter son premier titre? En 2025, dès maintenant?
maintenant, en 2026, en 2027, plus tard, jamais? Dites-moi tout ça en commentaire, comme d'habitude j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis éclairés à ce sujet, et de liker les messages qui me plaisent le plus. Alors à vous de jouer la mif.